deux compléments d'information suite à la présentation d'Antoine sur les États-Unis. Premièrement, pour dire que effectivement, le Farm Bill a été renouvelé, enfin, il n'a pas été renouvelé. On attendait son renouvellement, mais en réalité, on a une espèce de faux Farm Bill qui est arrivé avec la fameuse, si on peut dire, grande et belle loi budgétaire de M. Trump, qui contient un volet agricole tout à fait important, qui augmente massivement le soutien à l'agriculture, y compris d'ailleurs en assurance, qui augmente certaines garanties assurantielles et qui en réalité fait office de Farm Bill sans le dire, quoi. Donc il va y avoir un Farm Bill quand même dans quelques mois probablement, mais sur des aspects relativement mineurs de ce qui fait le cœur de la législation américaine. Deuxièmement, il y avait dans les diapos qu'on n'a pas pu commenter, Antoine, sur les programmes américains, il y a ce qu'on appelle le Whole Farm Insurance, Whole Farm Revenue Insurance. Je voudrais dire un mot là-dessus parce que je pense d'une certaine manière, c'est assez lié au sujet qui nous intéresse ici. Le Whole Farm Revenue Insurance, c'est un programme d'assurance qui assure des exploitations qui font beaucoup de production agricole, enfin, qui ont une diversité de produits. Et c'est un système assez particulier parce qu'il est basé sur le chiffre d'affaires global de l'exploitation, indépendamment des cultures produites. Et donc, je pense que, encore une fois, dans le sujet qui nous occupe ici, on sait bien que dans la transition agroécologique, c'est où ça devrait être plus de diversité des cultures. Et on a là, avec le Whole Farm Revenue Insurance, un produit qui essaye de traiter ça. En effet, et je terminerai là-dessus, Cécile Aubert, hier, a parlé dans la discussion d'un point qui ensuite on n'a pas vraiment relevé ou on n'a pas eu le temps. L'assurance peut bien sûr aider, et on est là pour voir comment, la transition, mais elle peut être aussi un obstacle à la transition. Notamment, évidemment, ça se comprend facilement si elle tend à figer les situations. Les programmes par culture tendent d'une certaine manière à figer les situations, donc à ralentir, voire à freiner les diversifications de produits. Et on a là avec Low Farm Revenue Insurance, qui est un produit tout à fait original, qui est un peu bizarre pour les assureurs, parce qu'il faut assurer un chiffre d'affaires basé sur la déclaration fiscale. Je crois comprendre que c'est pas si facile, c'est très subventionné, ce qui n'est pas très étonnant. Mais enfin voilà, une réflexion au passage. Cela étant, bien sûr, la transition, c'est une préoccupation qui n'est plus vraiment à l'ordre du jour, si tant est qu'elle l'ait vraiment été aux États-Unis. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Non. Je ne connaissais pas ce produit en particulier. Il y en a beaucoup. Mais effectivement, je rejoins complètement le point de fixation des pratiques induits par des produits trop standardisés, trop focalisés sur des cultures, trop focalisés sur du rendement. En France et dans beaucoup de pays, la référence de rendement, c'est une moyenne olympique sur une période courte. Nous, on voit qu'on fait des assurances dites facultatives non subventionnées, principalement demandées par des coopératives agricoles ou par des négociants, des groupes viticoles. Ce qui les intéresse, c'est de couvrir un rendement moyen sur une période de 10 ans, parfois 15. Mais c'est juste plus tenable dans un écosystème qui est mouvant, dans des pratiques agricoles qu'on attend renouveler. Mais c'est pas ce qui est demandé par le marché et en l'occurrence, dans beaucoup de régions, ce n'est pas ce qui est soutenu par les politiques publiques à travers les subventions. Question to the whole panel. Do you think the involvement in governments in insurance, the subsidisation of insurance, promotes innovation or suppresses innovation? Yeah, maybe about parametric insurance, as it's not subsidized. In a way, we're not on this on a par level to general multi-peril climate insurance. We cannot position ourselves against and access to a wider market. So in a way, we're not
supported as innovative solutions by subsidies. But in another way, and it's been also explained, these positionals on uninsured type of losses or losses which are not captured well by the traditional programs. And so the subsidized programs which may be a bit restrictive and not so much efficient nowadays, also in a way supports innovation to try to find new solutions, working with parametric, hybrid solutions. Yeah. If I may add something, I think if we start from the fact that with no support for the agricultural sector, there is no market. Farmers are not going to buy at the large scale agricultural insurance. So if we want to secure the food security or to secure the agronomic economic weight of the agronomic sectors, states needs to provide some kind of incentives or subsidies. It can generate a kind of static scheme, as maybe in Europe in some ways, but we have also great example worldwide of state-supported schemes which have increased the level of understanding from the insurance company and from the agronomical department when it comes to agricultural risk by favorizing the usage of new technology, satellite imagery, sensor-based records and insights. We have even seen some states who are supporting fully parametric, well-designed agricultural insurance. I'm having in mind India with quite an excellent laboratory of agricultural insurance, or has been at least in the past 10 years, since the implementation of their insurance program named PMFBY. But it is also true in Africa, in Colombia, in China, who is heavily supporting the investment in agro-technology or agro-monitoring systems when it comes to livestock or fish farms. So it can be true, but also the state can be the greatest supporter of innovation. Sorry, Peter. I'm French. Alors en fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'en effet, ça remettrait sur un pied d'égalité l'ensemble des produits existants. C'est-à-dire que, de manière très factuelle, des exploitants gardent l'assurance récolte car il y a la subvention. Malgré que techniquement, on puisse se poser des questions. Quand je parle de techniquement, je parle du déclenchement. Ça, c'est la première chose. Donc, on aurait un effet de dire tous les produits existants donc, auxquels je peux souscrire sur un même pied d'égalité en termes de subvention. Donc, ça me permet d'ouvrir des possibilités. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si ça arrivait, c'est que ça pourrait aussi pousser et challenger les assureurs traditionnels qui aujourd'hui ne font pas de paramétrique pour créer de la concurrence et un marché. Alors, je suis désolé de le dire à côté de mes collègues avec qui je travaille beaucoup, mais il faut pas perdre cette notion de concurrence et c'est important pour nous courtiers forcément puisque c'est notre plus-value d'accompagner dans le choix de solutions d'assurance, mais aussi pour les exploitants pour ne pas arriver à une assurance qui soit le même prix pour tout le monde. There's a strong demand by farmers for income stabilization tools. And we often hear this question, why don't we do that like the US where they have revenue insurance, and why don't we get an insurance that insures our revenue and that's it? And you mentioned at least two obstacles to this. The first one is the fact that the US is a very different
configuration than Europe in general, where we have much smaller farms and also probably much more diversity in the crops. And also the fact that the average past revenues are completely inadequate in a changing environment. So presumably there are trends. And if we stick to historical data, we are not going to have something which is sustainable for insurers. But there is something else I would like to have your opinion on, which is the use of a regulated price as reference. And in the US, it's very easy for grains, for instance, because you have the Chicago grain market and you can have an international price for your crop, or a price that is put in a contract and is sufficiently accepted by everybody. And I guess that in France, that would be very difficult to find a price that is adequate for, I don't know, the melon charentais or les abricots du Roussillon or whatever, and maybe for grains. But do you think this is an option in order to stabilize revenues? Well, as you said, the US is a very price-oriented market and a very price-oriented culture. So it's easier for them to accept, for the insurer to accept this reference. And moreover, the US are, in fact, what we may call a market maker. They are the ones consuming the most and driving the prices. So what is going to make the wheat or barley's price drop at the London Grain Stock Exchange or European market stock exchange? It's actually not the European consumption. It's going to be more systemic, economical type of phenomenon, such as the war in Ukraine, the drought in Brazil, more recently, could be wildfire in California for certain crops. And so it is known that the risk behind those price drops in Europe, they are not European actually. And it's harder for both public institution and European insurance company to accept these foreign risks. Though we can imagine some diversified type of revenue protection, and this is not a European example, but I was actually explaining a funny submission I received some months ago. It was an American MGA, so managing insurance agent, who wanted to start from his San Francisco office some kind of revenue protection based out of unusual price reference, such as chicken nuggets price, potatoes price. Potatoes, it's a commodity, but chicken nuggets, chicken wings, pig fat. I mean, they were very creative, and actually they had all the data and the robust models to generate some consistent and acceptable price. So it's not impossible, but we need as risk takers to understand and to accept what's the risk behind the index or the metric we are going to consider, and if it is too unknown or too risky for us, there is a fair chance that it's not going to end up with a good product. Oui, c'était une question pour Antoine, notamment, en fait, et plus généralement auprès des assureurs. Dans l'état des lieux qui a été fait sur l'expérience américaine, il a été montré l'importance de l'approche continentale au niveau États-Unis et permettant une dilution du risque. Quelle est l'approche à l'échelle européenne? Quelle est votre vision sur... Est-ce qu'on a beaucoup parlé de l'échelle nationale? Est-ce que le bon grain, ce ne serait pas l'Union européenne, par exemple, à l'échelle continentale? Et
alors là, c'est plus une question de Béotien. Quelle est la place de ce volet assurantiel dans les débats sur la politique agricole commune, alors en cours ou à venir, enfin, si vous avez des informations à ce sujet, quand on parle des défis du Green Deal autour de la transition agroécologique, et voilà, quelle place a ces aspects assurantiels, si vous avez des infos. Alors, j'aurais du mal à élaborer sur les derniers rebondissements autour de la PAC. Voilà. Après, c'est des budgets qui sont constamment mouvants. Il y a un cadre qui est défini au niveau européen pour l'assurance agricole. C'est une espèce de fiche, et tous les produits subventionnés par la PAC doivent respecter certaines caractéristiques. Ce qui va faire que les nuances finalement entre un produit d'assurance agricole subventionné en Italie, en Espagne, en France, en Pologne ou en Allemagne vont être assez subtiles. Il y aura des exclusions qu'on trouvera en Pologne parce que la sécheresse est un risque trop important en Pologne pour être pris en charge par des assureurs, alors que dans d'autres pays, on pourra avoir ce type de couverture. Mais il y a une base qui est commune, et quand on vient à la bonne manière de mutualiser le risque agricole en Europe, ça peut être une option. Les résultats des assureurs et réassureurs sur le marché agricole européen sont globalement mauvais depuis 6-7 ans. Alors, c'est pas forcément une très mauvaise chose. De toute manière, on ne s'attend pas à ce qu'il soit excellent, parce que le subventionnement par les États des primes d'assurance fait aussi que ces derniers ne s'attendent pas à des marges et des bénéfices faramineux de la part des assureurs et des réassureurs. Ce serait du subventionnement direct de marge ou de bénéfices privés. Mais bon, en même temps, il faut quand même réussir à trouver un équilibre. Et les produits actuellement distribués, donc définis par cette PAC, pour le moment, ne tendent pas vers une amélioration du profil de risque de l'assurance agricole européenne. Oui, une question. Oui, une précision sur l'assurance chiffre d'affaires dont on parlait à l'instant, qu'avec une telle appellation, ça fait parfois un peu rêver les agriculteurs européens. Peut-être qu'il faut préciser que la référence de prix qui est pris en compte, c'est effectivement un prix à terme, Chicago, maïs, etc., soja. Mais attention, c'est une couverture relativement réduite au sens où ce qui est pris en compte, c'est la différence éventuelle de prix entre les semis et la récolte. Donc sur une même campagne, c'est pas du tout un prix intercampagne qui pourrait effectivement faire rêver. Au passage, d'ailleurs, soulignons aussi que ce type d'assurance, qui est un facteur énorme d'explication du fait qu'aujourd'hui 95% des surfaces en grande culture sont dans le système assurantiel, essentiellement dans le système d'assurance chiffre d'affaires, ce type d'assurance est quasiment interdit en Europe, la Commission européenne n'ayant de cesse de s'arc-bouter sur les règles OMC qui effectivement interdisent pas, mais enfin rendent très difficile le fait d'avoir une intervention sur les prix, au passage. Bon. Et deuxièmement, pour revenir à la question qui était posée sur est-ce que les gouvernements incitent ou pas à l'innovation, qui est vraiment en assurance, et pour rester dans le système américain, il y a des programmes, je trouve assez intéressants dans le système américain, qui incitent à l'innovation, qui soutiennent des programmes de recherche. On connaît le rôle des universités aux États-Unis. Et les compagnies d'assurance qui mettent au point de nouveaux produits, après recherche, etc., ont la possibilité, ce qu'elles font d'ailleurs, de demander à l'USDA de rentrer dans le système de subvention. Donc l'USDA examine les différentes propositions et lance ou pas, ou intègre ou pas les nouveaux produits. Et donc on a comme ça une véritable effervescence intellectuelle, réellement, et commerciale, mise au point de nouveaux produits, sur des produits parfois paraissent très mineurs à l'échelle nationale. On va avoir un produit sur une courge particulière, sur telle variété de pommes de terre, c'est tout à fait étonnant et intéressant.
Une question par rapport au marché de l'agriculture biologique. Antoine nous avait dit que aux États-Unis aussi, les producteurs bio sont moins assurés. Il y a une thèse récente d'un jeune chercheur de l'université de Dauphine qui montre qu'il y aurait une discrimination envers les producteurs en agriculture biologique qui se verraient tarifer plus cher leur police d'assurance par rapport aux risques réels. Je ne sais pas si vous avez des éléments par rapport à ça sur le cas français ou plus largement. Et autre questionnement là, très naïf, depuis que je me suis intéressée au sujet de l'assurance, à chaque fois on nous a dit il y a un problème puisque tant qu'on est dans une phase de changement de pratique, on n'a pas de données suffisantes pour évaluer quel sera le profil de risque une fois dans la transition et aussi dans la phase de stabilisation une fois que la transition est faite. J'ai l'impression qu'on n'a finalement pas vraiment évoqué ce sujet jusque-là. Donc est-ce que vous avez des points à partager? Je pense que mon confrère aura aussi des éléments à ajouter sur l'agriculture biologique. En France, alors effectivement, le taux de pénétration aux États-Unis est très faible. J'imagine qu'en France, ça doit aussi être le cas. La manière théorique de tarifer une prime d'assurance, ça va être de prendre une composante attendue, la partie moyennée des pertes, et ensuite pour générer une marge ou pour attribuer un coût au risque pris par le porteur de risque de ne pas atterrir sur cette moyenne, de charger la volatilité, l'écart type de la série des baisses de rendement. Et effectivement, ce qui est constaté statistiquement sur des séries de rendement bio par rapport à des séries de rendement conventionnels, c'est une volatilité accrue. Et dans une méthodologie répliquée, le prix technique de l'agriculteur en bio sera actuariellement plus élevé. Ça, c'est la théorie. Maintenant, il faut, la réponse qu'on essaie d'apporter, c'est dans le redimensionnement des produits. Et des sujets qui sont ouverts. Personnellement, on est sur des projets de conception de nouveaux produits, mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution, du moins pour le marché français. Mickaël, un petit complément de réponse. Oui, alors pour l'assurance traditionnelle, alors c'est vrai que sur les années 2015 et moi je l'ai vécu, il y avait au moment de l'essor du bio ou même un peu avant, il y avait sur l'assurance récolte et donc le calcul du rendement historique, il y avait une approche à tâtons, on va dire, des assureurs. C'était le rendement du conventionnel et on appliquait une norme, un coefficient en fonction. Alors tout ça c'est fini puisque maintenant on connaît les rendements agrestes de ces cultures biologiques où on a des antécédents par département. Donc pour un agriculteur qui est en transition, l'assureur appliquera tout simplement les rendements agrestes, donc les rendements moyens de la culture qui passe en transition. Donc il y a plus de, enfin c'est assez précis. Après sur le tarif, ça nous arrive de côté des projets bio. En effet, c'est un peu plus cher. Alors là, c'est plus l'approche d'un assureur traditionnel qui pourrait vous en parler, qu'une culture conventionnelle. Maintenant, les coûts aussi à l'hectare sont souvent plus importants qu'en conventionnel. Et un prix, c'est un taux d'assurance, mais aussi des capitaux assurés. Donc après, il faut comparer les taux d'assurance tout simplement. Voilà. Mais je pense que le bio est plutôt bien maîtrisé par le marché aujourd'hui. Pardon, Vincent. J'aurais pu juste ajouter que il peut y avoir ce qu'on a évoqué des stratégies de réduction de risque par l'accompagnement. Donc là on parle du bio qui est effectivement un cas plus précis. Nous on élargit ça aux pratiques régénératrices qui peuvent être des changements de pratiques beaucoup plus ponctuels. Et lorsqu'on fait des structures paramétriques, il n'y a pas forcément ce biais
puisqu'on revient à des couvertures de météo qui sont structurées différemment. Donc le coût peut être différent si l'impact et le risque est plus grand, mais on n'a pas forcément de discrimination, si ce n'est juste le calcul actuariel et technique du risque. Puis après, forcément, la composante prix est inférée, comme ça peut être évoqué. Martial, dernière question, puis après on va... C'est plutôt des remarques. Aux États-Unis, comme il y a un marché très dynamique sur les prix, les assureurs peuvent aussi envisager la titrisation, donc un report d'une partie du risque sur les marchés à terme, avec un marché plus petit ou plus restreint, parce que en Europe, on a seulement quelques produits qui sont dynamiques sur les marchés à terme. Donc, on a un marché dynamique. La France est moteur sur le marché à terme, sur le blé, le maïs, le colza, par exemple, cette triptyque. Il y a aussi d'autres produits. Même le vin a été testé en France il y a de longues années en arrière. Mais du coup, on peut imaginer que c'est plus facile d'assurer quand on peut reporter une partie du risque par la triptylisation derrière. Ensuite, j'ai fait partie d'une entreprise d'assurance, donc on n'a pas toutes les infos, donc on fait avec l'ignorance qu'on a, donc on prend des hypothèses aussi. Donc l'hypothèse facile au départ, c'était de dire que le bio était plus risqué. Et sur le fond, pendant la période de transition, comme on prend la moyenne olympique conventionnelle et que le bio amène une perte déterministe, eh ben on se retrouve avec du coup une franchise ou un écart à une référence qui est plus haute que celle qu'on fait. Donc au départ, forcément, on se trouve pendant une période de transition où on prend une référence historique avec une surprotection et donc des surpertes. Après, il faut comprendre que c'est un produit fortement subventionné. Donc, comme on n'a pas pleinement la connaissance, mais que c'est subventionné et que ça fait un produit d'appel, on recherche pas forcément la rentabilité. On recherche plutôt la protection. Donc, en assurance récolte, pour un assureur, l'important, c'est pas la prime. C'est comment il se couvre auprès de réassurance. Donc, la rentabilité a un impact moindre que par rapport à un autre produit classique comme l'habitation ou l'exploitation. Enfin, l'exploitation, les bâtiments, ou les tempêtes ou autre chose. Donc, la rentabilité, du coup, les assureurs se disent, on s'enrichit pas sur l'assurance agricole. C'est vrai. Pour autant, c'est moins le problème de prix que de couverture. Merci Martial. Est-ce que vous voulez réagir ou sinon pendant le déjeuner? Ouais.